Attention, il est déconseillé de manger devant cette vidéo. Vous êtes prévenus. Bon épisode. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter une histoire qui n'a a priori pas grand chose à voir avec l'astronomie. Alors, on va quand même parler de science, de trous noirs, de scientifiques, de médecine, mais l'astronomie pure comme ça, c'est pas le sujet principal. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne va absolument pas devenir la norme, j'avais juste envie de vous raconter cette histoire depuis très longtemps. Aujourd'hui, on va parler de l'une des facettes cachées d'Albert Einstein, ou plutôt méconnues du grand public, son cerveau. Albert Einstein est sans équivoque l'un des personnages les plus reconnaissables de l'histoire de la science et de l'histoire de la culture en général. C'est devenu une icône et par-dessus tout une personnalité tellement célèbre qu'elle a dépassé le simple cadre de la science. En effet, vous n'êtes pas obligé de connaître tous les faits d'armes d'Einstein pour savoir que c'est une référence dans son domaine. Si je vous dis Einstein, vous pensez à quoi en premier lieu? Quels sont les premiers éléments qui forgent son mythe, son symbole? C'est avant tout sa coupe de cheveux un petit peu en pétard, le fait qu'il soit devant des tableaux en train de faire des calculs, le fait qu'il tire la langue devant les journalistes, voilà, ça c'est le symbole. C'est le plus grand scientifique connu de l'humanité. Et puis de manière un peu plus approfondie, si vous êtes un passionné d'astronomie, de cosmologie, etc., si je vous dis Einstein, vous allez penser relativité générale et restreinte, physique des particules, nucléaire, etc. En fait, c'est un petit peu comme Mozart. Vous n'êtes pas obligé de connaître tous ses faits, et vous pouvez ne connaître aucune symphonie qu'il a réalisée, et pourtant vous savez que c'est une référence dans son domaine. C'est même devenu une expression. Dire qu'on est un Mozart dans tel domaine, ça veut dire qu'on est exceptionnellement doué. Le Mozart du cinéma, le Mozart du football, bref, vous avez compris. Et ben Einstein, c'est pareil, sauf que là, on parle pas forcément du talent, mais plutôt de l'intelligence. C'est la qualité première qui ressort d'Albert Einstein dans la culture. Quand on dit qu'on est le Einstein de tel domaine, c'est qu'on est intelligent et visionnaire. Et c'est justement le sujet de cette vidéo. L'intelligence. Pourquoi est-ce que Einstein est devenu le symbole de l'intelligence? Mais surtout, pourquoi est-ce qu'il est aussi intelligent? Bon, pourtant, il n'est pas parfait, il a quand même commis quelques erreurs, notamment la constante cosmologique, qu'il qualifiera de plus grosse erreur scientifique de sa vie, mais il est aussi considéré comme quelqu'un de très rationnel et visionnaire. La preuve, encore aujourd'hui, on fait des découvertes dans l'univers qui confirment sa théorie de la relativité restreinte en 1905 et sa théorie de la relativité générale en 1915. Ou bien la liste considérable de particules et d'objets cosmologiques dont l'existence a déjà été mathématiquement prédite par Albert Einstein, et aussi par ses collègues. Le fait est qu'on demande plus à Einstein qu'aux autres, parce que, en vrai, qu'est-ce qui nous dit que c'est la personne la plus intelligente qui soit? Non, c'est devenu un symbole simplement parce que c'est un scientifique extrêmement connu. À la réponse du pourquoi il est autant intelligent, c'est assez compliqué. À la réponse du comment, là on a déjà quelques pistes. Au cours de sa vie, certains se sont demandé comment est-ce que Einstein a pu autant bien exploiter ses talents en physique et en mathématiques. La première théorie, évidemment la plus fiable, c'est son parcours de vie. Notre vie est un immense arbre de choix et de possibilités. Changez l'une des décisions importantes de votre vie dans le passé et la vie telle que vous menez aujourd'hui n'existe pas. Elle a pris simplement un autre chemin. Bah peut-être que c'est simplement ça. Einstein, il s'est tourné très vite vers les sciences, dès son plus jeune âge d'ailleurs. Déjà à une époque où tous les adolescents n'avaient pas forcément la possibilité d'aller en université. Du fait aussi que son père avait des moyens assez conséquents au niveau financier, qu'il avait des amis haut placés, qu'il avait des relations fructueuses avec des amis étudiants qui lui donnaient régulièrement des bouquins sur la physique, et qu'il avait une famille qui l'a poussé à aller dans cette voie. Du fait qu'il était aussi assez rebelle sur la manière dont on enseignait la physique et les mathématiques à l'université. Qu'il ait eu accès à des écoles prestigieuses, notamment l'école polytechnique de Zurich. Du fait qu'il s'est aussi entouré des meilleurs éléments, qu'il a remis en cause la manière dont se comporte la lumière aussi sur le plan à la fois cosmologique et sur la physique des particules. D'ailleurs, le débat sur la nature de la lumière, ça sera aussi l'un des piliers de sa théorie de la relativité. Que c'est l'un des premiers à mathématiquement concilier l'espace et le temps et considérer ça comme une seule et même entité. Bref, ses choix, ses parcours de vie,
ses idéologies, sa manière dont il voit le monde, a fait ce qu'il est devenu. Et le fait aussi qu'il ait défendu ses idées et ses travaux pendant des décennies contre vents et marées, et qu'il a aussi complété ses travaux. Parce que oui, on n'a pas accepté la relativité comme fondement absolu dès la publication de ses travaux. Ça a pris quand même plusieurs décennies. Et c'est aussi ça la preuve de l'intelligence, c'est la clairvoyance sur un sujet et sa capacité à prédire des choses, qui mathématiquement sont justes et qui n'attendaient qu'à être vérifiées dans le monde de la physique, avec les lois de l'univers. Et encore aujourd'hui, certaines découvertes majeures prouvent qu'Einstein avait raison. Mais certains étaient encore beaucoup plus catégoriques sur la question. Beaucoup de médecins et de neurologues se sont posé la question si son intelligence, ou plutôt ce que nous percevons de son intelligence et de ses travaux, n'est finalement pas tant dû à son parcours de vie qu'à des qualités naturelles irréfutables. En gros, certains pensaient que Einstein et même d'autres scientifiques étaient naturellement intelligents, qu'il y avait quelque chose dans leur cerveau qui était immuable et dont ils en ont profité dès la naissance. Par exemple au niveau de l'anatomie, le fait qu'il y ait un développement plus conséquent du cortex préfrontal qui permet de prendre des décisions, ou bien une meilleure compréhension du monde, voilà, ce genre de pensée, ce genre de théorie. Mais le problème, c'est que ça flirte beaucoup trop avec la pseudoscience. Fut un temps, il existait une croyance appelée la phrénologie, qui expliquait que la forme de votre crâne et de votre cerveau influait considérablement sur votre capacité à réfléchir, à être intelligent et simplement à pas passer pour un débile. Évidemment, c'est une croyance qui ne marche pas et qui a été utilisée par des gens de tout beurre qui expliquaient que eux étaient meilleurs que tout le monde parce qu'ils étaient différents, qu'ils étaient mieux faits que les autres. Voilà, c'est pas bien du tout. Ça a été démystifié par un domaine d'études beaucoup plus compétent, intelligent et capable de se remettre en question, la neurologie, et qui a une approche totalement différente. Pourtant, on sait aujourd'hui que le cerveau peut s'adapter à certaines contraintes, que le cerveau de certaines personnes ne fonctionne pas de la même manière que d'autres, dans certaines parties, la manière dont les neurones entrent en connexion, etc. Et du coup, avec Einstein, on s'est posé la même question. Qu'est-ce qui le différencie de la norme, de la moyenne ? Est-ce qu'il fait justement partie de la moyenne, mais qu'il a exploité des choses, ou c'est simplement naturel et on peut pas l'expliquer ? Pour en avoir le cœur net, il faut pouvoir analyser son cerveau. Sauf que bon, à l'époque, on n'avait pas encore les techniques d'aujourd'hui, et le meilleur moyen, c'était de l'enlever. Problème, le cerveau, c'est bon pour la santé. C'est-à-dire que si on l'a pas, on a quand même quelques difficultés pour vivre. Donc, comment on fait ? Faut simplement attendre qu'il passe l'arme à gauche. Oui, c'est bizarre, mais c'est factuellement comme ça, quoi. À la fin de sa vie, Einstein acquiert une influence absolument énorme, que ce soit dans le monde de la science, mais également de la politique, de l'idéologie, etc. Par exemple, c'est à lui que l'on attribue encore aujourd'hui à tort la paternité du projet Manhattan. Sauf que c'est plus compliqué que ça. À la base, oui, il a écrit une lettre au président américain de l'époque, Roosevelt, pour le persuader de démarrer le projet. Sauf qu'on s'est rendu compte plus tard qu'il avait subi des pressions de la part d'autres scientifiques. Et on connaît la suite. D'ailleurs, il qualifiera ça comme la plus grosse erreur de sa vie. Après le conflit, il s'installe définitivement dans le New Jersey, précisément à Princeton. Et il reste en contact avec certaines de ses connaissances, notamment Bertrand Russell et Robert Oppenheimer. En 1955, sa santé se dégrade très rapidement. Il sera admis à l'hôpital de Princeton, et les chances de s'en sortir sont plutôt faibles. Une nuit, une infirmière veille auprès d'Albert, très malade, qui lui prononce quelques mots en allemand, mais comme elle ne comprenait pas cette langue, on ne saura jamais ce qu'il a voulu dire. Quelques secondes après, il émet quelques inspirations, puis s'éteint. Albert Einstein succombe d'une rupture d'anévrisme le 16 avril 1955. Il avait 76 ans. Le monde entier est évidemment attristé en apprenant la nouvelle. Sa renommée se fera aussi et surtout après son décès, lorsque pas mal de découvertes scientifiques lui donnaient raison sur la théorie de la relativité générale et restreinte, notamment et surtout en cosmologie. Mais bon, comme vous le savez, j'en ai déjà parlé plein de fois sur la chaîne. Et pourtant, il y a une énorme controverse sur sa mort. En effet, Einstein, il était au courant de sa réputation, qu'elle était énorme, que ce soit dans le monde de la politique, de la science en général, et c'est quelque chose avec lequel il était plutôt mal à l'aise.
Dans son testament, il a déclaré ne jamais vouloir servir de cobaye, ou d'expérience de donner son corps à la science. Il ne voulait pas non plus que sa maison devienne un musée. Même si bon, à Berne, il y a ce qu'on appelle la Einstein House, c'est-à-dire la maison Einstein, parce qu'il a vécu un temps là-bas. Mais il voulait pas une cérémonie publique, il voulait pas des obsèques nationales, il voulait pas spécialement d'hommage, et il ne voulait en aucun cas que l'endroit où il repose soit servi comme une espèce de lieu de culte. Il voulait avant tout être incinéré et ensuite ses cendres jetées dans un coin que seuls ses proches et sa famille connaissent. Et c'est tout. La vérité, c'est que Einstein a déclaré à plusieurs reprises, et sa famille le confirmera après sa disparition, détester sa réputation mondiale. Il voulait absolument pas qu'il devienne une sorte de culte de la personnalité. C'est un petit peu ironique, parce que c'est précisément exactement l'inverse qui va se produire pour les prochaines décennies, et encore aujourd'hui, 70 ans après. Le problème, c'est que quand tu t'appelles Albert Einstein, ta réputation te précède. Donc en vrai, t'as pas trop le choix. Et ça, la famille d'Albert, déjà endeuillée par la disparition de son proche, va devoir subir ça très longtemps. Et ça commence déjà le jour même. Nous sommes 7 heures après son dernier souffle. Il est 11h15. L'hôpital Princeton organise une conférence de presse et sa famille, qui était déjà là, va devoir affronter la pression des journalistes qui n'avaient qu'un seul mot à la bouche. L'autopsie du corps. La famille donnera quelques détails, mais c'est tout. Rien d'autre. Il sera amené au Mather Funeral Home de Princeton, où il restera pendant 1h30 et ensuite il sera conduit à un crématoire où il sera incinéré. Et le jour même, le docteur Otto Nathan, qui était un ami et aussi un médecin d'Einstein, dispersera ses cendres dans un endroit totalement inconnu du grand public, très probablement dans la rivière Delaware, qui se jette ensuite dans l'océan Atlantique. En gros, Nathan, il était plutôt fidèle à Einstein et voulait exactement faire ce qu'il voulait qu'il se passe. Voilà. Ça pourrait s'arrêter là, sauf que ça ne fait que commencer. En effet, 2 jours plus tard, le 20 avril, un article est publié dans le New York Times et qui a pour titre un indice clé recherché dans le cerveau d'Einstein. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Publié par William L. Lawrence, l'article explique qu'il pourrait y avoir des études sur le cerveau d'Einstein qui pourraient faire la lumière sur l'un des plus grands mystères de la nature, le secret du génie, et pourrait avoir une origine neurologique bien précise et dépendante de l'architecture du cerveau, qu'on appelle au passage la cytoarchitecture. La famille sera rapidement mise au courant de l'article et se demande ce qui se passe. Parce que si un tel article est sorti, ça veut dire qu'on a analysé son cerveau, et qu'on n'a pas juste autopsié, on a vraiment fait des grosses analyses poussées, et qu'ensuite, ces gens-là qui l'ont fait, ils en ont parlé à d'autres, que ça s'est vu et entendu par des journalistes qui l'ont ensuite relayé au New York Times. Ça veut dire que ça ne s'est pas passé comme ça devrait se passer. Et juste pour ça, la famille est bien vénère. Et c'est là que démarre une immense controverse. Juste avant, j'avais dit que l'hôpital avait fait une conférence de presse à 11h15. Et au même moment, la famille refusait de dire aux journalistes où était le corps. Il se trouvait encore dans l'hôpital, précisément dans le service clinique du docteur Harvey, qui va être le personnage principal de cette histoire. Et là, on va s'attarder un petit peu sur ce mec. Thomas Stolz Harvey. Il a 43 ans au moment des faits, et c'est lui qui est en charge de l'autopsie. Il avait reçu l'autorisation de la famille pour analyser le corps, mais c'est tout. C'était juste histoire de remplir le papier, d'officialiser le truc. Il y avait 2 autres personnes avec lui. Le docteur Otto Nathan, qui était l'ami personnel d'Einstein et qui va compléter ensuite le testament, et il était accompagné du docteur Dean, qui lui devait signer le certificat du patient. Lieu de naissance, Ulm, Allemagne. Citoyen des États-Unis d'Amérique. Profession, scientifique. Harvey était un pathologiste, mais ça n'était absolument pas un spécialiste du cerveau. Cependant, il faisait partie des médecins qui trouvaient assez intéressante l'idée de l'architecture du cerveau. Et justement, il avait devant lui probablement l'un des spécimens les plus intéressants de l'histoire de l'humanité. Sauf que pour analyser en détail son cerveau, il faut le prélever, et la famille est catégorique là-dessus. C'est hors de question. Donc, il va obéir, et il ne va rien faire. Je déconne, évidemment.
il va prélever l'organe comme un vieux sale. Et ça va avoir des grosses conséquences. À la pesée, le cerveau pèse 1230 grammes. C'est pas mal, mais c'est en dessous de la moyenne humaine qui est de environ 1,3 kg. Il va aussi notifier d'autres choses, mais qu'on va voir en fin d'épisode. Là, la question à se poser, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il l'a fait ? Non seulement c'est pas un spécialiste du cerveau, mais en plus, il n'avait pas le droit de le faire. Et aux États-Unis, on plaisante pas avec ces choses-là. Enfin, dans le monde entier, on plaisante pas avec ces choses-là non plus. Et c'est là où l'histoire part un petit peu dans tous les sens. Parce qu'en fait, il y a plusieurs versions différentes. Et Harvey va donner quelques éléments de réponse pour justifier son acte. Premièrement, il avait devant lui le cas dont rêveraient pas mal de médecins. La possibilité d'analyser le cerveau d'Einstein, et que visiblement la tentation était trop grande. Et que s'il avait la possibilité aussi de le faire dans le secret le plus total, personne n'y verrait que du feu. Deuxièmement, il affirme finalement avoir reçu l'autorisation de sa famille, mais à des fins strictement scientifiques et qui sera publié dans des articles scientifiques, des revues. Bon, le New York Times, qui va publier un article 2 jours plus tard, c'est certes un très grand journal de qualité, mais ce n'est pas une revue scientifique. C'est pas Science, c'est pas Nature, c'est pas Astrophysical Journal, etc. Et là encore, la famille va démentir ça. Surtout son fils qui dira que c'est complètement faux et qu'il a inventé une autorisation qui n'existe pas pour pouvoir légitimer son acte. Sauf que quelques mois plus tard, avec toute cette polémique, il sera officiellement licencié, viré de l'hôpital de Princeton, et quelques temps après, il disparaît. On ne le reverra plus. Il a vraisemblablement quitté le New Jersey, il est parti ailleurs dans le pays. Et il s'est barré avec le cerveau d'Albert Einstein. Quant à l'article du New York Times qui a été publié 2 jours après, c'est peut-être aussi la possibilité qu'il en avait déjà parlé en off à certaines personnes et que le New York Times a mis la main sur cette information. Mais ensuite, plus rien. Cet article-là sera le seul et le dernier article à parler du cerveau d'Einstein en détail avant des décennies. Et en plus, c'est pas un article qui publie une étude. C'est un article qui parle de la possibilité. Mais quand même. Après sa publication, le 20 avril 1955, silence radio pendant des dizaines d'années. 23 ans s'écoulent. 23 ans après la disparition du physicien, un nouveau personnage entre dans notre histoire et qui va marquer un tournant. Stephen Levy. Nous sommes au printemps 1978. Stephen commence sa jeune carrière de journaliste en travaillant au New Jersey Monthly, qui a été créé 2 ans plus tôt et qui est une espèce de revue de journal basée sur la propriété au New Jersey. Donc un journal avec une ligne éditoriale et surtout un public extrêmement spécifique et précis, et qui n'a a priori aucun rapport avec la cosmologie, la médecine ou la physique des particules, enfin bref, les sujets de prédilection d'Albert Einstein. Du coup, quel rapport avec notre histoire ? Le lien se fait avec le boss de Stephen Levy, son rédacteur en chef, un certain Michael Harron, qui était absolument fasciné par Albert Einstein. Sa réputation, ses articles scientifiques, ses travaux, il adorait le personnage et il avait dévoré la biographie du physicien écrite par l'auteur Ronald Clark. Et comme à l'époque la controverse sur son cerveau est devenue vraiment publique et assez connue et toujours irrésolue, il se demande si lui ne pouvait pas mener l'enquête. Le truc c'est que même Clark, l'auteur de la biographie, bien qu'il donne beaucoup d'éléments concernant la vie d'Einstein, il n'a aucune idée de l'emplacement du cerveau. Sans doute est-il en sûreté avec Thomas Harvey, mais comme on n'a aucune nouvelle de Thomas Harvey depuis près de 23 ans, mystère et boule de gomme. D'ailleurs on sait même pas si le docteur l'avait encore. C'est vous dire à quel point c'est compliqué comme histoire. Du coup, ce rédacteur en chef demande à Stephen Levy de s'occuper de l'affaire et de tenter de retrouver le cerveau d'Albert Einstein. Même dans Zodiac, ça n'arrive pas un truc aussi improbable que ça. Il était clair que l'objectif principal pour retrouver le cerveau, c'était avant tout de retrouver la trace de Thomas Harvey. Et là, Stephen tombe sur un os, parce que c'est très compliqué d'avoir des informations et surtout à jour. Il va bien interviewer les personnels de l'hôpital de Princeton, mais là également, il va tomber sur une autre difficulté. Aucune information, une opacité complète.
Il ne trouve pas parce que c'est introuvable, il ne trouve pas parce que le personnel ne veut tout simplement pas entendre parler de cette affaire. Et c'est compréhensible, eux-mêmes, ils ne veulent pas trop de retombées. Alors là, vous allez vous demander, mais est-ce qu'il va réussir à le retrouver ? En quelque sorte, oui, mais pas directement. En effet, il a une connaissance qui a lui-même un ami étudiant qui déclare avoir vu dans ses études un diapositive du cerveau d'Einstein, précisément du cerveau d'Einstein. Et son instructeur, c'est un certain docteur Sidney Shulman. Et il se trouve que si Shulman a cette diapositive, c'est parce qu'il a été fourni par Thomas Harvey lui-même, qui visiblement n'a pas abandonné l'analyse du cerveau, et qui, du coup, vraisemblablement partage des informations dans le plus grand des secrets avec d'autres collègues. C'est quand même un véritable coup de bol. Bon, déjà, c'est une très bonne chose. Ça veut dire que Thomas Harvey n'a pas enfermé à double tour le cerveau dans un coffre-fort. Mais Shulman ne savait pas où était Harvey. Il ne donnait absolument aucune information sur son numéro de téléphone ou son adresse. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est vraisemblablement parti dans le Midwest, une région des États-Unis qui fait 2 millions de km² et peuplée par 70 millions de personnes. Steven va employer les grands moyens. Il va contacter l'Association américaine médicale. Et il va appeler le bureau en charge du Midwest, c'est-à-dire Chicago, et demander des infos sur un certain Harvey, un docteur Harvey. Et là, on lui dit qu'il existe un certain Thomas S. Harvey, né en 1912, et qui se trouve à Wichita, dans le Kansas. Et le S du nom, c'est sans doute son deuxième prénom, Scholz, Thomas Stolz Harvey. Il va trouver l'adresse, et à partir de l'adresse, il va trouver le numéro de téléphone. Et là, il décide de l'appeler. Et de ce que j'ai lu du témoignage direct de Steven Levy, ça a dû se passer comme ça. Allô ? Oui, bonsoir. Est-ce que vous êtes le docteur et pathologiste Thomas Harvey, qui a travaillé à l'hôpital de Princeton en 1955 ? Oui, c'est moi. Bingo, c'était lui. Dans un premier temps, Harvey va refuser de donner une interview. Puis ensuite, il va accepter, sous la pression de Steven Levy, mais à certaines conditions. Ni une ni deux, Steven prend un billet d'avion et se dirige vers le Midwest. Ah, le Kansas. Ces fermes, ces ranchs, ces plaines sans fin, ces docteurs qui conservent des cerveaux de scientifiques allemands. C'est vraiment une terre de ressources. Il va rencontrer Harvey dans son laboratoire médical à Wichita. Et là, il va raconter sa version des faits, qui diffère un petit peu de l'image qu'en ont donné ses détracteurs. Quoi qu'il en soit, Steven avait devant lui les éléments nécessaires pour son article, et Harvey va tout déballer. Thomas Harvey a bien connu Einstein lors de son vivant, et il le décrit de la même manière que ses proches et amis le décrivaient à la fin de sa vie, comme Oppenheimer ou Bertrand Russell. C'est un homme simple, réservé, évasif, intelligent et très gentil. Il déclare que si c'est lui qui a fait l'autopsie, c'est parce que c'est un pathologiste et que c'est son rôle. Mais lui-même avouait qu'il n'était pas la personne idéale pour analyser le cerveau du physicien. Il aurait enlevé le cerveau à la demande de son mentor, Harry Zimmerman, l'un des médecins personnels et amis d'Einstein lors de son vivant. Mais il n'y a pas que son cerveau qui sera enlevé, également ses globes oculaires. On ne sait pas trop pourquoi, on sait juste que Harvey le donnera à Harry Abrams, un collègue. En 1994, à l'âge de 83 ans, Harry Abrams déclarera qu'il a toujours en sa possession les yeux d'Einstein, donc ses globes oculaires, et qu'il le conserve précieusement dans un coffre-fort à New York. Il y avait même des rumeurs concernant des ventes aux enchères de ces globes oculaires, et dont l'un des principaux intéressés serait Michael Jackson. Cet épisode part vraiment dans tous les sens. Bon, au final, c'est juste des conneries, ça n'est jamais arrivé. Quoique on n'en sait rien en fait. La famille demandait forcément des explications et surtout le retour du cerveau, mais Harvey refusait, surtout à cause de la confusion avec son mentor Zimmerman. Il avait quand même pris le temps de photographier le cerveau sous toutes ses coutures, histoire de garder une trace si jamais, à un moment ou à un autre et d'une quelconque manière, il venait à le perdre. Quelques mois plus tard, il se fera virer de l'hôpital de Princeton et partira avec le cerveau. Il ira à l'hôpital de Philadelphie où il demandera à un technicien de découper le cerveau en 240 morceaux d'1 centimètre de large chacun. Il donnera certains morceaux à Zimmerman, qui lui le conservera dans du formol, et le reste sera gardé par Harvey. Il en donnera quelques bouts à quelques scientifiques beaucoup plus loin dans le futur, mais sinon la majorité du cerveau, c'est lui qui va le garder.
Avec toute cette histoire, son mariage est également parti en flambeau, donc il part seul dans le Midwest. Avant de partir, certaines personnes lui posaient toujours la question « Où est le cerveau et qu'est-ce qu'il comptait en faire ?» Il maintenait qu'il faisait ça pour de bonnes raisons, pour la science, et qu'il allait publier des études dans l'année qui suit. Le problème, c'est qu'aucune étude ne verra le jour. Pendant un laps de temps, il avait envoyé des morceaux à certains collègues pour essayer d'avoir des résultats par d'autres experts qui s'y connaissent encore mieux que lui. Mais les résultats étaient lents, ils n'étaient pas spécialement concluants. C'était très difficile d'analyser le cerveau sans l'avoir dans son intégralité pour essayer de déceler une faille, d'essayer de faire le scoop du siècle. Si aucune étude de sa part n'était sortie en 23 ans, c'est simplement parce qu'il n'était pas pressé, mais aussi et surtout, pourquoi sortir une étude sur le cerveau d'Einstein alors que lui-même avouait n'avoir rien découvert de fondamentalement révolutionnaire ? Au bout d'un moment, lors de l'entretien, Steven insistait fortement et lourdement sur l'emplacement du cerveau. Et ben vous savez quoi ? Le cerveau, il était précieusement stocké dans le laboratoire d'Harvey, dans l'exacte même pièce où ils étaient en train de discuter pendant plusieurs heures. Steven touchait au but. Il venait de retrouver le cerveau d'Albert Einstein, stocké dans le laboratoire d'un médecin à la réputation déchue au beau milieu du Kansas. Au mois d'août 1978, l'article sera publié dans le New Jersey Monthly et va devenir un phénomène national, puis international. On va en entendre parler à la radio, à la télévision, dans la presse, mais surtout ça va faire grand bruit au niveau de la communauté scientifique. Et c'est là où deux catégories se forment. Ceux qui disent « Ouah, c'est un génie, faut absolument mettre la main sur ce cerveau et l'analyser sous toutes ses coutures », et d'autres qui se disent « Ah, on a enfin retrouvé l'enfoiré qui a fait ça ». Et ouais, ça a toujours été un sujet très sensible et controversé. Parce que ouais, il est quand même allé à l'encontre des directives d'Einstein, à l'encontre de son propre testament. Et c'est pas anodin. Très vite, Harvey va être harcelé par les journalistes et va littéralement les avoir sur le devant de sa pelouse. Et c'est la rançon du succès, hein ? Ou le retour du karma. En tout cas, l'affaire fera grand bruit. Il y aura même un documentaire sorti en 1994 sur le cerveau d'Einstein avec des bouts d'interviews de Thomas Harvey. Il s'éteindra le 5 avril 2017 à Titusville dans le New Jersey, parce qu'il est revenu vivre là-bas, et il avait 94 ans. Maintenant, qu'est-il advenu du cerveau ? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Parce que c'est ça le plus important, le cerveau, qu'est-ce qu'ils en ont fait ? Les analyses d'Harvey n'ont pas montré grand-chose de particulièrement révolutionnaire. Comme je l'avais dit juste avant, le cerveau pèse 1230 grammes, ce qui est en dessous de la moyenne. Il avait aussi découvert qu'il n'y avait pas d'opercule pariétal dans ces deux hémisphères. Mais cette découverte est assez controversée et n'a jamais été confirmée. Mais en 1999, une étude confirme partiellement ça, en montrant qu'avec cette région du cerveau partiellement vide, ça faciliterait les connexions neuronales, ce qui aurait peut-être permis à Einstein d'avoir une meilleure capacité à se concentrer ou à faire des calculs complexes. Quant à Steven, lui, cet article va littéralement changer sa vie. Je rappelle, quelques mois auparavant, il devait écrire des trucs sur le New Jersey. Quelque temps après, Marianne Diamond, une neuroscientifique extrêmement réputée dans son domaine, sera extrêmement intéressée par une possible analyse du cerveau d'Einstein, et ce pour une raison très spécifique. En effet, dans les années 50, l'idée majeure était que le cerveau est une structure prédéterminée à l'avance, quelque chose d'immuable, et que ce sont vos choix de vie, votre parcours, votre éducation, la persévérance dans un domaine qui définit si oui ou non vous allez exploiter les capacités que votre cerveau a acquis dès sa naissance. C'est pas spécialement une opinion dogmatique parce qu'à l'époque on avait de très bonnes raisons de penser cela. Et surtout, la communauté scientifique ne demandait qu'à faire évoluer ce concept. Ben justement, Marianne Diamond va le faire évoluer. Elle veut prouver l'existence de la neuroplasticité. L'idée que le cerveau n'est pas spécialement immuable, mais qu'il est au contraire modulable, qu'il a une capacité à changer de morphologie en fonction de son environnement ou de possibles dommages dans certaines régions de l'organe. En gros, l'idée que l'architecture du cerveau n'est pas spécialement fixe et que c'est un organe extrêmement permissif. Quand elle découvre que le cerveau d'Einstein a été retrouvé par un journaliste inconnu du New Jersey et qui se trouve au beau milieu du Kansas, et que Thomas Harvey
redevient célèbre pour des raisons aussi controversées que possible, là elle se dit que c'est quand même une énorme occasion d'analyser le cerveau. Elle va persuader le docteur Harvey de lui donner un bout qu'elle va analyser et elle va révéler que le cerveau d'Einstein possède plus de cellules gliales que la moyenne mondiale. Et ça c'est extrêmement important parce que les cellules gliales c'est ce qui forme l'environnement autour d'un neurone. Donc avec un environnement et une cytoarchitecture beaucoup plus soudée, peut-être que ça a une incidence sur les travaux d'Einstein. Peut-être qu'il était naturellement intelligent, ou qu'il avait des capacités naturelles qui permettent d'exploiter son intelligence avec une bien meilleure efficacité que la moyenne. Difficile de savoir si tout cela est vrai, parce qu'en réalité c'est l'un des travaux les plus controversés de Diamond. Et certaines de ces études seront reçues avec beaucoup de scepticisme. Encore aujourd'hui ça fait débat. Mais en 2012, une étude dans la revue Brain, dirigée par l'anthropologue Dean Folk, montre que le corpus temporel et occipital d'Einstein sont, je cite, extraordinaires. En gros, le cerveau présente 4 crêtes au lieu de 3 chez une personne normale. Et cette région du cerveau a une incidence sur la mémoire et surtout la capacité de travail. Peut-être que ça a une incidence sur l'intelligence de ce dernier. On a encore eu d'autres études beaucoup plus complexes, mais bon, on va pas en faire le tour parce que c'est pas spécialement le sujet de la vidéo, c'est plus vous raconter ce qui s'est passé avec le cerveau en lui-même. En fait, il n'y a pas spécialement de morale à adopter avec cette histoire. Moi, je suis pas là pour vous dire si c'était bien ou mal. Certains trouvent ça extrêmement immoral, d'autres trouvent que c'est un coup de génie et que ça a fait avancer la science, et justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que Thomas Stolz Harvey a eu raison de faire ce qu'il a fait? Est-ce que Joel Zimmerman a eu raison de faire ce qu'il a fait également? Le débat est encore aujourd'hui ouvert, et je trouve cette histoire absolument incroyable. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Oui, ça ne parle pas spécialement d'astronomie, mais on a quand même parlé d'Einstein, de science en général, et j'espère que l'histoire en général vous aura plu. Moi en tout cas j'ai adoré faire cette vidéo, qui a pris plus de temps que prévu parce que j'ai dû rajouter des informations, c'était quand même assez compliqué. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo tout à fait classique cette fois-ci, et d'ici là portez-vous bien et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un petit commentaire, un pouce bleu, activer la cloche et regarder les autres épisodes. Salut!